Je vous attendais. Cher public. Bonjour, ceci est le deuxième épisode sur la fiche. Alors, normalement, maintenant, vous avez une petite idée de ce qu'est la fiche, mais est-ce que vous savez ce qu'est l'histoire de la fiche ? Eh bien, on va aller à la pêche aux infos aujourd'hui. Fiche, pêche. Il a fait ça de lac de nerfs, du content. Alors la fiche, c'est une technique qui est relativement ancienne. Et la fiche, c'est quelque chose qui a été développé en 1969. Et au début, c'était quand même quelque chose d'assez périlleux à faire. Vous savez pourquoi ? Eh bien parce qu'au lieu d'utiliser des fluorophores, on utilisait des sondes radioactives. Ça coûtait donc cher, c'était délicat, c'était dangereux. Et cette technique, elle a été mise au point par deux personnes, Gall et Pardue. Ils ont signé deux articles, donc en 1969 par Gall et Pardue, et ensuite par Pardue et Gall. Oui, c'est les mêmes. Ils se sont dit pourquoi pas. Et ces deux gus, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah c'est très simple. Ils ont testé cette théorie de la sonde à hybridation, pour l'hybridation sur des œufs de xénope, des petites grenouilles. Alors le xénope, c'est quoi ? C'est un des organismes modèles en biologie. Ça sert pour l'étude des eucaryotes et de certains de leurs mécanismes. Et ce qu'ils ont fait, c'est dans le premier papier, ils ont testé des sondes à ARN, et dans le deuxième papier, ils ont testé des sondes à ADN. Ensuite, en 1977, on a utilisé la drosophile comme rat de laboratoire, plutôt comme mouche de laboratoire, parce que la drosophile est la mouche du vinaigre. Et Rudkin et Stolar, en 1977, qui se sont dit que la radioactivité c'est chouette, mais si on pouvait éviter de littéralement se tuer au travail, ce serait pas plus mal. Et ils ont utilisé des techniques d'immunohistochimie. Ils ont utilisé des anticorps pour justement cibler ces sondes, et ces anticorps étaient marqués. Et c'est à partir de ces deux expériences que l'histoire de la fiche commence. C'est dans les années 80 que Bowman et collègues ont mis en place la fiche sans avoir besoin de s'enquiquiner avec un anticorps. En effet, en 1982, il a été utilisé de la thymidine marquée avec de la biotine, et qui réagissait avec de la peroxydase et de la streptavidine. Mais oui, c'est clair. Ça a été fait en 1982, et c'est dû à une réaction d'histochimie, c'est-à-dire une réaction enzymatique, plus ou moins, qui a permis justement d'émettre une lumière qui a été détectée, et qui a permis donc la mise en évidence par fluorescence un gène. La puissance de cette technique, c'est que déjà on se passait d'éléments radioactifs. C'est donc moins cher, c'est donc moins compliqué, et c'est donc moins dangereux. Et c'est surtout que la microradiographie, le nom qu'on utilise pour détecter et pour faire de jolies images avec des produits radioactifs, c'est que ça a un bruit de fond dégueulasse. Et justement, l'utilisation de ce système enzymatique fait que ça a diminué le bruit de fond et a augmenté l'intensité de la lumière. On avait donc un bien meilleur contraste. Je n'y connais strictement rien en photographie. Et du coup, vous allez me dire, oui, c'est bien, maintenant on a l'histoire, mais comment on fait une fiche ? Eh bien, dans les grandes lignes, c'est relativement simple, il suffit juste de suivre les étapes. Tout comme toutes les autres techniques, ce n'est ni plus ni moins qu'une recette de cuisine. Une recette de cuisine avec des ingrédients qui coûtent un peu cher. Alors, en premier, ce que vous devez faire, c'est déjà faire un échantillon. Par exemple, dans le cas de mes sédiments, je vais aller échantillonner, prélever une partie de sédiments, les mettre de côté, et si jamais vous faites de la fiche en laboratoire ou vous êtes quelqu'un intéressé par cette technique, vous allez garder vos échantillons au frais. Mais vous n'allez pas les congeler, parce que si vous faites ça, vous détruisez vos cellules, avec la formation de cristaux de glace à l'intérieur d'elles. Et si vous détruisez vos cellules, vous ne pouvez pas les observer. Mais oui, c'est clair. Et donc, vous allez passer beaucoup de temps pour ne rien faire. Donc, une fois que vous avez prélevé vos échantillons, vous allez les fixer. Comme je disais dans l'épisode d'avant, la fixation c'est quoi ? C'est l'arrêt des processus biologiques. Et on va utiliser quelque chose de vraiment sympathique qui s'appelle le paraformaldéhyde. Le paraformaldéhyde c'est quoi ? C'est un produit chimique qui va arrêter tous les processus biologiques. Vous manipulez ça avec des gants donc. Vous ne léchez pas vos doigts après. Vous les lavez. Déjà en général, lavez-vous les doigts. Et ce produit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des liens entre les molécules à l'intérieur de la cellule, il va solidifier la membrane, et il va arrêter les processus biologiques. On va donc avoir des cellules figées dans le temps, en quelque sorte. En laboratoire, on utilise une concentration de paraformaldéhyde, ou PFA, à 4%. Et on laisse, on trempe nos sédiments dedans, et on laisse macérer entre 1 heure et 90 minutes. Moi, par exemple, en laboratoire, je fais 1 heure. Déjà, mine de rien, vous noterez qu'il a fallu échantillonner, il a fallu sous-échantillonner pour avoir un morceau de nos sédiments, et ensuite il faut bien préparer nos sédiments. Et là, mine de rien, vous avez 1 heure en plus d'incubation.
vous commencez à sentir que chaque résultat que vous voyez en science, ça prend quand même un petit peu de temps. C'est que le début. Si vous n'aimez pas le PFA ou que vous avez un petit côté breton, eh bien vous pouvez utiliser de l'éthanol pour fixer vos cellules. L'éthanol va remplacer l'eau à l'intérieur des cellules, et l'eau étant quelque chose de fondamental pour les réactions enzymatiques, vous allez donc arrêter les réactions enzymatiques. La différence entre utiliser de l'éthanol et du PFA, ça dépend de quel micro-organisme vous voulez fixer. Il y a quelques petites nuances ça et là. Moi en général j'utilise le PFA. L'intérêt de l'éthanol, c'est qu'il va conserver votre échantillon. Ça va le conserver très longtemps. Mais là vos micro-organismes, ils sont fixés. Maintenant il faut les perméabiliser. Il faut faire des petits trous dans la membrane pour autoriser les sondes à aller dedans. Et là on va utiliser ce qu'on appelle un solvant, le Twinvan ou le Triton X. Alors par solvant, ce qu'on veut dire c'est que ce sont des savons scientifiques, même si je vous déconseille de faire la vaisselle avec ça. Et ce qu'on va faire, c'est on va laver nos sédiments, nos cellules avec, et on va faciliter la perméabilisation de nos cellules. Ça, c'était la première étape. On vient juste de préparer nos sédiments. Après ça, eh bien, vous pouvez stocker vos sédiments à moins 20 degrés dans un mélange 50-50 avec de l'eau et de l'éthanol. Et normalement, vos cellules devraient tenir le choc et vous pouvez garder ça pendant très longtemps. Et maintenant que vos cellules sont fixées, il faut donc les incuber. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, vous allez prendre une partie de votre échantillon préparé, que vous avez fixé la veille, et vous allez l'étaler sur une lame de microscope, ou vous allez l'étaler sur un filtre. Mais là on va partir du principe que vous utilisez une lame de microscope. Et vous allez déshydrater votre échantillon en faisant des bains d'alcool successifs pour remplacer l'eau qu'il y a à l'intérieur, ce qui va faciliter encore plus l'hybridation. Puis vous allez préparer votre mix avec vos sondes et le pourcentage de formamide que vous avez besoin. Alors, le formamide, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une molécule extrêmement dangereuse et toxique également, donc mettez des gants, ne léchez pas vos doigts, encore une fois. No, God, please, no! Et ça va faciliter l'hybridation des sondes en abaissant le point d'hybridation. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de chauffer aussi fort et aussi longtemps. En effet, les sondes se caractérisent par deux choses, leur température d'hybridation et leur pourcentage en formamide. La température d'hybridation, nous en microbiologie, on utilise plus ou moins la même, 46 degrés. Et donc on va jouer sur les concentrations en formamide. Parce que dépendamment de la longueur de votre sonde, et dépendamment de ce que l'on appelle son taux de GC, le mélange de guanine et de cytosine, deux nucléotides qu'il y a dans votre sonde, le pourcentage de formamide, eh bien, il va varier. Si vous êtes chanceux, vous allez avoir des sondes qui utilisent 35% de formamide, ce qui est un peu le standard. Mais sachez que des sondes et le pourcentage de formamide qui leur sont adjoints, ça peut varier entre 10% et 70%. Ça a son importance, parce que quand vous voulez faire ce que l'on appelle du multiplexage, c'est-à-dire mettre plusieurs sondes visant plusieurs organismes et donc avoir plusieurs jeux de couleurs, vous allez devoir vous adapter à la température d'hybridation et aussi au pourcentage de formamide. Ce formamide, il va donc faciliter l'hybridation entre votre sonde et votre ADN. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez mettre vos cellules à incuber à 46 degrés pour une durée qui va entre 1 et 4 heures. Alors, je parle évidemment de la fiche normale. S'il y a d'autres types de fiches, ça peut aller beaucoup plus loin. Ou ça peut être évidemment plus court. Moi, par exemple, en laboratoire, en général, je fais des hybridations de 4 heures. L'intérêt de l'hybridation, c'est que ça permet, plus c'est long, plus ça permet à la sonde de s'hybrider facilement, ou plutôt de laisser le temps à la sonde de s'hybrider. Mais le problème, c'est que si vous laissez trop longtemps, vos sondes vont s'hybrider de manière non spécifique. Vous pouvez donc avoir un signal qui va être un faux positif. La sonde est là, mais ce n'est pas ce que vous recherchez. Quelque chose de vraiment sympathique, quand on est comme moi et qu'on travaille sur des sédiments, on peut utiliser du bovine sérum albumine, ou du BSA. L'albumine de sérum bovin, c'est une molécule, une protéine, qui va aider justement à augmenter votre signal par bloquer justement les sources d'autofluorescence. Rapidement, ça va aller se fixer là où la sonde a tendance à se fixer, mais de manière beaucoup plus forte. Ça va bloquer les endroits où elle pourrait se coller de manière non spécifique. Vous allez avoir donc une atténuation de votre autofluorescence et dans le même temps une augmentation de la spécificité de vos sondes. C'est également utilisé lorsque vous faites des PCR sur des sédiments. Ouais, il faudrait qu'on parle de la PCR un jour, parce que c'est quand même un peu la base. Mais plus tard. Alors lorsqu'on prépare une sonde, eh bien il faut quand même qu'on teste sa température d'hybridation. En général, les sondes qu'on utilise, elles ont été testées avant par plusieurs équipes, donc on a quand même une idée de la température. Mais si vous créez une nouvelle sonde, eh bien ce que vous devez faire, c'est que vous devez manuellement regarder la température d'hybridation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites plusieurs fiches avec la même quantité de formamide, mais à plusieurs températures. Vous allez donc avoir des hybridations qui vont aller par exemple de 36 à 48 degrés, degré par degré, et vous allez voir comment ça se passe. C'est très long. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous voyez un résultat dans un papier scientifique, c'est souvent un résultat qui a mis du temps à sortir. Bon, il y a évidemment d'autres facteurs qui peuvent influencer votre fiche, comme le pH, la température, la salinité, mais on va pas rentrer dans les détails. Et d'ailleurs, c'est des paramètres que moi je vais très rapidement standardiser quand je fais des manips.
A few moments later. Après l'hybridation vient l'étape de rinçage, là où vous allez bien rincer votre échantillon dans un bain répondant aux mêmes conditions de formamide. C'est-à-dire que dépendamment de la concentration de formamide, vous allez avoir un bain spécifique. Vous trempez, vous mettez 1 heure à macérer à 48 degrés, et puis normalement, les sondes non spécifiques devraient être rincées, ce qui permet d'avoir la fixation la plus spécifique possible. Et vous allez me dire, bah oui, mais comment on choisit la couleur de nos sondes? Eh bien c'est très simple, ça dépend justement de ce que vous voulez voir. Par exemple, lorsque vous avez commandé vos sondes, vous avez peut-être pris du SI5 ou du SI3 ou du FITSI, c'est-à-dire des sondes qui respectivement brillent rouge, jaune et vert. C'est de toute beauté. Et histoire d'être sûr que notre expérience a marché, on va contre-teindre, si je puis dire, notre échantillon avec du DAPI. C'est un intercalant à ADN, un mot scientifique pour dire que ça fout le sbeul dans l'ADN, et qui va s'intercaler entre les doubles brins d'ADN et émettre une lumière bleue. Ça permet de vérifier si ce que l'on observe est une cellule ou non. Parce que s'il n'y a pas de DAPI, en théorie, ça veut dire que ce n'est pas une cellule. C'est pas si simple. Et enfin, la dernière étape, celle qu'on aime bien, c'est l'observation. Si ça s'est bien passé, vous avez de jolies images. Si ça s'est mal passé, vous n'avez pas d'image. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et si vous avez travaillé sur des sédiments, vous avez ce genre d'image. Trouvez la cellule. Vous avez 2 ans. Et voilà, c'est la fin du 2e épisode sur la fiche. Ne vous inquiétez pas, il y en a encore 2 autres qui arrivent. Je reviendrai. J'espère que cet épisode vous a plu, c'est un épisode où je me suis bien amusé parce que ça parle encore plus de ce que je fais en laboratoire. J'espère que vous aimez quand je commente avec justement ce que je fais en labo. L'histoire de la fiche, c'était aussi intéressant à regarder, ça permet de voir qu'une technique en quasiment 60 ans, ça a le temps d'évoluer. J'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode sur la fiche.